Lundi 16 décembre 2019, il est 18h à Palmarin, Fakao et à Patar, c'est dans le département de Fatick. Le journal. La politique d'anticipation sur la gestion des ressources pétrolières et gazières continue de se matérialiser. Le gouvernement débloque 13 milliards de nos francs pour garantir la formation de 2000 jeunes techniciens, en plus de l'équipement, la réhabilitation et la création de plusieurs centres de formation. Zéro déchet et zéro bidonville. Les autorités municipales appelé à mouiller le maillot pour l'atteinte des objectifs du programme. Le ministre des collectivités territoriales annonce le bouclage du plan national d'aménagement du territoire et la tenue prochaine d'un conseil présidentiel. Suite et fin de la deuxième journée de Ligue 2 sénégalaise, Keur Madior mène devant Guédiawaye Football Club par 1-0. On joue la seconde mi-temps au stade Amadou Barry de Guédiawaye. La page des sports, ce sera avec Youssouf Bojan. Nous serons en classe avec El Hadji Ndiogou Diène. Le débrief avec Birahim Seck, coordonnateur général du Forum civil, entretien sur l'affaire des détournements présumés d'intrants agricoles. Telles sont les grandes lignes de cette édition. À la présentation, à la technique, Abdou Thiam. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'État du Sénégal débourse 13 milliards de francs CFA pour former 2000 jeunes techniciens dans les métiers d'intermédiaire des hydrocarbures pour permettre de mieux exploiter les découvertes de pétrole et de gaz. Les centres de formation vont être construits et d'autres réhabilités et équipés. Il s'agit d'un projet d'appui au développement de compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes présenté ce matin lors d'un atelier d'échange. Koumba Sanjan Faye. Ils auront besoin de logisticiens, ils auront besoin de mécaniciens, ils auront besoin d'électriciens. La question du pétrole et du gaz prise au sérieux. Le Sénégal aura besoin de ressources humaines qualifiées. Près de 2000 jeunes vont être formés. 13 milliards de francs CFA constituent le budget. Dame Diop est le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat. Cela permettra au Sénégal d'anticiper, à côté de l'INPG qui s'occupe de la formation des cadres supérieurs, de permettre au centre de formation professionnelle d'assurer la formation des jeunes techniciens dans les métiers intermédiaires. Autre aspect à tenir en compte, l'équilibre écosystémique. L'exploitation de ces ressources naturelles en mer ne doit en aucun cas entraver la survie d'autres ressources, celles halieutiques. Babacar Mbouch est conseiller spécial du président de la République en énergie et environnement. Prenez l'exemple de Sangomar, c'est le pétrole qui a été découvert dans le delta du Saloum, qui est un lieu de prédilection et de frais des poissons. Il s'agira de veiller aux équilibres écosystémiques dans ce milieu pour que la mangrove et donc les ressources halieutiques dans ce milieu-là soient préservées, mesurer la qualité des eaux océaniques. Autre objectif opérationnel, la mise à niveau de 250 entreprises à qui le ministre demande de jouer pleinement le rôle de responsabilité sociétale d'entreprise, RSE. Ce qui reste, c'est aux entreprises pétrolières et gazières de faire jouer pleinement leur responsabilité sociétale et environnementale pour permettre de donner un contenu local mis en place par l'État du Sénégal. Des centres de formation sur les métiers du pétrole et du gaz, de l'agroalimentaire en vue. Dakar, Thiès, Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis sont les régions d'intervention ciblées. La dette de l'État n'est pas la seule explication de la situation financière de la Sénélec. Il y a aussi des problèmes de gestion de la société sénégalaise d'électricité. Les détails avec Mohamed Ali Mouba. Sénélec n'a pas à proprement parler de problèmes financiers, mais un problème de gestion. Les charges sociales sont énormes. Elles ne représentent pas, comme le dit le directeur général de Sénélec, 10% des 393 milliards que représente la gestion de 2018, mais bien 60 à 65 milliards, soit le double. 2500 employés qui ne paient que 10% de leur facture d'électricité. Mieux, Sénélec puise aussi dans ses comptes pour alimenter, renforcer le budget de son ministère de tutelle. Ça s'appelle le fonds de soutien au ministère de l'énergie. La Sénélec, c'est un mammouth qui refuse donc de se dégraisser et même de se réajuster, alors même qu'un rapport commandité par la boîte avait abouti à la conclusion selon laquelle il fallait éclater la boîte en 4 entités. Une pour la distribution et une autre pour le transport et les énergies renouvelables. Mais rien, Sénélec continue de vendre son électricité à prix d'or. Dans le document du plan IESAL 2016-2020, il est écrit à la page 13 que le kilowattheure de Sénélec est l'un des plus chers au monde, plus de 130 francs le kilowattheure, alors que le même document avait promis de le contenir
en 2020 entre 60 et 80 francs le kilowattheure. Le partage de données pour mieux atténuer le déficit d'information en matière énergétique, une trouvaille pour les pays de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine. Les acteurs veulent, à travers le système d'information énergétique, faciliter les prises de décisions politiques dans les secteurs. Papa Balagui. Atténuer les obstacles liés au manque d'informations pour le développement du secteur de l'énergie, des défis à relever pour le Sénégal. Selon Fatou Soutiam, coordonnatrice du système d'information du Sénégal, la disponibilité d'informations fiables permettra de faciliter la prise de décision dans les politiques énergétiques. Aller plus loin dans les énergies renouvelables, dans tout ce qui nous attend, pour pouvoir couvrir de façon complète les besoins en information du secteur de l'énergie et appuyer ainsi la prise de décision au niveau du secteur. Spécialiste de programme politique de l'énergie, planification, stratégie à l'IFD, Institut de la francophonie pour le développement durable, Ibrahima Dabo salue les avancées significatives du Sénégal au sein de l'UEMOA. Surtout la bonne nouvelle, c'est que le Sénégal n'est plus seul dans cette aventure. Tous les 8 pays de l'UEMOA, tous les 8 États membres, disposent maintenant d'un système d'information énergétique. Ça permet peut-être l'échange d'informations, une meilleure planification du secteur de l'énergie, une bonne transparence, in fine, permet de satisfaire les besoins de ce pays en termes d'accès à l'énergie. Consciente aujourd'hui de l'importance de la disponibilité de données fiables en matière énergétique, Mme Aïssa Kabo, représentante de la commission UEMOA, exhorte les États à une mise à jour correcte de la plateforme dédiée. La qualité bien sûr UEMOA est assujettie à la fiabilité des données INTP. Aussi, je voudrais vous demander de ne ménager aucun effort pour surmonter les obstacles à la collecte et au traitement des données. Plusieurs recommandations formulées, les acteurs du système d'information énergétique Sénégal et UEMOA veulent une consolidation des acquis, mais aussi améliorer les analyses dans les secteurs comme l'agriculture et l'artisanat. Il est 18h passé de 7 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Khombol. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Audition du ministre des collectivités territoriales par le HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Le programme Zéro déchet, zéro bidonville a été au cœur des débats. Le ministre a invité les municipalités à s'impliquer davantage pour la propreté de leur quartier. Il a aussi annoncé que le plan national d'aménagement du territoire est bouclé et qu'un conseil présidentiel sur cette question va être organisé bientôt. Omar Gueye est au micro de Salimata Ao. Zéro bidonville interpelle les collectivités territoriales. Le foncier se trouve dans les collectivités territoriales. Les autorisations de construire, c'est dans les collectivités territoriales, mais également tout ce qui gravite autour de la problématique de zéro bidonville, de construction, c'est dans les collectivités territoriales. Dans le zéro bidonville et construire les 100 000 logements, il faut que les collectivités territoriales soient dans cette dynamique de fast track, de délivrer les documents nécessaires pour y arriver. Ensuite, zéro déchet. Les déchets, c'est effectivement également, de par la loi, la responsabilité des collectivités territoriales. Mais en vérité, de par la loi, ce sont les collectivités territoriales qui sont responsables de la propreté de leur ville, de leur village, de leur collectivité. Et pour cela, il faudrait que les maires qui ont en charge de cette mission puissent, à partir déjà de leur budget, inscrire des montants importants pour gérer les déchets. L'État vient en appoint. Le plan national d'aménagement du territoire est bouclé. Dans les jours à venir, c'est-à-dire le 26 de ce mois, le 26 décembre, Monsieur le Président de la République va présider un conseil présidentiel sur l'aménagement du territoire et prendra des décisions par rapport au plan national d'aménagement et de développement des territoires. La campagne de commercialisation de l'arachide n'est toujours pas effective à Ziguinchor. Les points de collecte ne sont pas encore opérationnels et les opérateurs chinois achètent le prix du kilogramme d'arachide à 250 francs CFA et même plus au lieu des 210 francs CFA qui est le prix homologué. Les opérateurs privés, stockeurs et transporteurs ont du mal à collecter. Ziguinchor, Lamine Bar. Aucune graine d'arachide déchargée à la Sonatrach
Sonacos de Ziguinchor depuis le début de la campagne de commercialisation arachidière. Dans le monde rural, les points de collecte non plus ne sont pas fonctionnels du simple fait que les paysans ont tout bonnement choisi d'écouler leur production à 250 francs le kilogramme ou plus auprès des opérateurs chinois. Une situation qui inquiète les opérateurs privés stockeurs et transporteurs de la zone sud. Hassan Bay est leur président. Cette année, la campagne agricole n'a pas été des meilleures et le constat que nous avons fait, c'est qu'il y a d'importants opérateurs chinois qui ont débarqué cette année sur le terrain. Avant que l'État ne fixe même les prix et le démarrage de la campagne agricole, les Chinois avaient déjà envahi le terrain. Ils avaient commencé à acheter des productions aux mains des paysans à 250 francs, voire 275 francs CFA. Que ce soit les opérateurs, les transporteurs, tout le monde a des difficultés en ce moment. Il n'y a aucun point de collecte qui fonctionne en ce moment. Tous les usines sont à l'arrêt, que ce soit à Kolda, à Sidiou ou ici à Ziguinchor. Les OPS de la zone sud qui prédisent une campagne chaotique au rythme où vont les choses demandent à l'État, à qui ils imputent la responsabilité de ce qui arrive, d'apporter des mesures correctives. Nous demandons aux autorités de prendre des mesures urgentes. Ils ne peuvent pas donner des semences et des intrants, ensuite laisser la production s'envoler à l'étranger. Nous sommes sous la menace de ne pas avoir de semences l'année prochaine. Les usines également menacent de fermer à ce rythme. Et la conséquence de tout cela, c'est que tous ceux qui s'activent dans la commercialisation de l'arachide risquent de se retrouver au chômage. Ils promettent de se faire entendre dans les prochains jours par des actions de protestation si leur offre au prix du kilogramme d'arachide continue de faire l'objet de rejet de la part des producteurs au profit des opérateurs chinois. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Merci Lamine Ba. 92.0, c'est la fréquence de RFM à Ziguinchor. Bonsoir Youssouf Bodian. Bonsoir Omar. La page des sports, c'est d'abord le football. Avec la suite et fin de la deuxième journée de la Ligue 2 sénégalaise au stade Amadou Barry. À l'instant, Guédiawaye Football Club est mené par Keur-Madior de Mbour. 2-0 en faveur des Mbourois. Il reste quelques minutes à jouer dans ce match, nous dit donc notre correspondant Salif Sow qui suit le match au stade Amadou Barry. Notez qu'en cas de victoire, ce sera donc la deuxième victoire d'affilée de Keur-Madior qui devrait donc filer à la deuxième place du classement derrière l'US Ouakam. Après la Ligue 2 sénégalaise, nous parlons de la Ligue des champions en Europe. On connaît les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des champions, donc avec Liverpool de Sadio Mané qui est tenant du titre, qui va affronter les Espagnols de l'Atlético Madrid. Atalanta de l'Italie qui joue contre les Espagnols de Valence, Real Madrid, Manchester City, parmi donc les chocs de ces huitièmes de finale. On a également Chelsea, Bayern Munich, Amar, oui. Tottenham qui va défier Leipzig, le club allemand donc. Et puis Naples de Kalidou Koulibaly qui joue FC Barcelone, un autre grand choc également de ces huitièmes de finale. Lyon, Juventus et Dortmund, Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui vont une nouvelle fois tenter de passer ces huitièmes de finale. Oui. Leur meilleure performance reste un quart de finale. Donc là, ils veulent aller plus loin. Et ça passe par huitième de finale face à cette équipe allemande. Je propose de suivre le directeur sportif du club parisien, Leonardo. C'était juste après le tirage. Borussia, c'est une équipe qui joue, c'est une équipe quand même qui mélange un peu de joueurs jeunes, mais il y a des autres joueurs qui sont là, ça fait longtemps. Il y a quand même une identité de jeu très claire. On a un entraîneur que connaît bien l'équipe, l'ambiance, et peut-être ça peut être quelque chose de positif. Mais après, on ne sait jamais. Hein, on va voir comment on sera au mois de février comme équipe, comme jeu. Eux aussi, c'est toujours la même chose. On espère d'être bien au bon moment. En tout cas, c'est une équipe qui joue. Contrairement à l'Atlético de Madrid qui aurait été peut-être un tirage différent, ça peut être plutôt une bonne nouvelle par rapport à l'équipe du PSG et aux espaces qu'il pourrait y avoir à Dortmund. Ça dépend. Je pense qu'aujourd'hui, on cherche un peu une identité de jeu. Les derniers temps, on a changé à niveau offensif. C'est une équipe qui sûrement va chercher d'être agressif à niveau offensif, avec des joueurs qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment et marquer beaucoup de buts. Après, on a trouvé un équilibre, parce que quand tu joues contre une équipe qui joue, c'est normal aussi que ça s'ouvre des espaces. En Champions League, c'est toujours un peu comme ça. Tu trouves plus d'espace par rapport à le championnat national. Mais après, il y a toujours la difficulté de trouver l'équilibre et savoir jouer avec le match aller et le match retour. Je pense que le Paris Saint-Germain est dans les 8. Il est toujours là. Je pense qu'un jour, tu vas la gagner, hein. Mais je pense qu'on n'est pas pressé pour ça. Leonardo, donc, qui parle de l'adversaire le Borussia Dortmund. Le match est prévu, donc les matchs aller, entre le 10 et 11 mars 2020.
En Europa League, on connaît également les affiches des 16e de finale. Le club Bruges de Crépin Diatta et Mbaye Diagne va recevoir donc en premier Manchester United. Un choc donc dans ces 16e de finale. Le club Bruges qui a terminé 3e de son groupe en Ligue des Champions et qui a été reversé en Europa League. L'Olympiakos également reversé en Europa League. C'est le club de Pape Abdou Cissé va affronter Arsenal. Le club bulgare de Ludogorets, c'est là-bas où joue Stéphane Badji, l'ancien joueur du Casasport, va affronter l'Inter Milan, Bayer Leverkusen, FC Porto, Getafe, Ajax, entre autres affiches de ces 16e de finale de l'Europa League. Merci beaucoup Youssouf Bodian. Sport et études font bon ménage en classe El Hadji Ndiogou-Diène. Bienvenue à tous. Nous démarrons aujourd'hui un large focus sur les Dara. Les écoles coraniques constituent un pan important de l'éducation non formelle mais aussi du système éducatif. Cependant, les acteurs de l'enseignement coranique s'estiment délaissés par les pouvoirs publics et laissés à eux-mêmes. Comment fonctionnent les Dara et quelles sont leurs difficultés? Suivons le reportage de Mohamed Nabissila dans un Dara. Installé dans une zone agricole rurale, le Dara Serigne Djibril Ba dans la commune de Ronkh est porté par des maîtres coraniques soutenus par les populations. C'est une école coranique mise en place par les habitants du village, à la tête duquel il y a Alioune Ba, qui fut une personnalité importante du village, qui a étudié le Coran à Saint-Louis et qui a pris l'initiative d'installer dans le village une école. Ici, les enfants talibés ne mendient pas. Mohamedine Diop, un parent d'élèves, l'explique et récuse les pratiques dégradantes de la mendicité qui exposent les enfants. Les populations allayent d'autres types d'éducation qui vont dans le sens d'une éducation comme le font actuellement les autres Dara, laissant les enfants dans la rue, quémandant. Nous pensons que ce n'est pas le bon modèle qu'il faut. Ousmane Ndiaye, qui dirige le conseil pédagogique de l'école, précise les effectifs et le parcours complémentaire des talibés. 4 Oussas, 2 Saïda s'occupent des 412 élèves de l'école coranique. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est le parcours complémentaire à faire dans des institutions coraniques qui sont à Saint-Louis, à Tivaouane, à Touba ou d'autres foyers religieux. Ce Dara de Ronkh dispose d'eau courante, d'électricité, mais a besoin aujourd'hui d'infrastructures qui permettront de remplacer les salles de classe en argile par des constructions en dur capables de résister aux intempéries. Le coordonnateur de la COSIDEP plaide pour la valorisation de toutes les offres éducatives. Cheikh Mbaou souligne que les Dara doivent être organisés et soutenus financièrement. Les considérations font qu'il nous faut aujourd'hui valoriser toutes les offres éducatives, et notamment le non formel, y compris les Dara. Aujourd'hui, nous devons travailler à ce que l'État du Sénégal puisse soutenir tout lieu d'éducation, de formation, d'apprentissage que fréquentent ses fils et ses filles. Pour ce faire, nous pensons qu'il est aujourd'hui urgent de cartographier, réglementer et financer le non formel en accompagnant le respect de normes en termes d'infrastructures, de curriculum, de formation des enseignants. Et donc, si toutes ces initiatives, en entrant par la demande, sont soutenues, nous pensons évidemment que tous les enfants de ce pays vont pouvoir bénéficier d'une offre d'éducation et de formation de qualité. Et puis dans la rubrique portrait, nous faisons la connaissance d'un directeur d'école de Kaolack. Amadou Koulibaly se distingue par la passion et le dévouement pour son métier. Ibrahima Diamé nous dresse son portrait. Adama Koli est le directeur de l'école primaire Kanda Amady Diago de l'IEF de Kaolack département depuis 2 ans. Une école sous abri provisoire. Déjà quand on parlait d'abri provisoire, dans un milieu où les effectifs sont tellement pléthoriques, les enfants sont très nombreux qui vous arrivent. Déjà, vous imaginez déjà que c'est un sacerdoce. Je ne peux même pas vous dire les difficultés, n'est-ce pas, auxquelles je suis confronté. De teint noir, taille moyenne, l'air jeune, M. Koli a d'abord fait carrière dans la brousse après sa formation où il fut d'abord chargé de cours. Ma première année, je fus chargé de cours pendant 6 ans, avant d'être adjoint quelque part dans une grande école. Alors depuis 2018, il y a eu un besoin pressant qui s'est fait sentir vraiment à Kanda Amady Diago. Aujourd'hui, le seul défi du jeune directeur, c'est de hisser son école au rang des meilleurs en dépit des difficiles conditions de travail. Les parents nous ont confié ce qu'ils ont de plus cher.
Alors, si nous avons des enfants avec nous, alors nous avons l'obligation de faire de bons résultats. Compte tenu de l'état de son établissement, une maison en location exposée à tous les risques, notamment avec des cas de vol fréquents dans ce quartier populeux, le directeur n'imagine une fois pas laisser son matériel de travail à l'école. Il dispose d'un bureau ambulant. Je suis obligé de ramasser tous mes bagages à chaque fois. Et c'est la raison pour laquelle je parle de bureau ambulant. Merci à Ibrahim Djamé et à Mohamed Nabissila. Et ce se referme en classe. Rendez-vous la semaine prochaine.